Le yoga est né en Californie. Et non, il n'est pas la tradition indienne millénaire à laquelle tout le monde croit. Même si aujourd'hui on veut y penser comme une pratique comme ça, presque immémoriale, très ancestrale, etc., qui n'aurait pas bougé malgré les évolutions de la société. Ce yoga qu'on pratique aujourd'hui, qui est fait de postures, de pranayama et de tout un lifestyle aussi qui va avec, c'est un yoga moderne qui n'a en fait qu'une centaine d'années. C'est la colonisation britannique qui va précipiter l'apparition du yoga moderne. À l'époque, il existe, mais plutôt sous une forme de chemin philosophique que d'exercice physique. Les postures, ou asanas, sont censées faciliter la méditation plutôt que travailler la souplesse. Et les Indiens vont voir dans le yoga, qui est en réalité un peu en train de péricliter en Inde, un moyen de dire on a une philosophie, une spiritualité qui est bien antérieure à votre venue. Ça va être une façon de se réapproprier en fait leur indépendance. Ils vont commencer à l'exporter. Swami Vivekananda, un maître spirituel, se rend à l'exposition universelle de Chicago en 1893. Il y donne un discours acclamé qui fait connaître l'hindouisme au monde occidental et ouvre la voie. Tirumalai Krishnamacharya fonde une école en 1924 en Inde, à Mysore, où il codifie la pratique moderne. C'est celle-ci que plusieurs gourous indiens vont faire connaître aux États-Unis à partir des années 1920. Le pionnier, Paramahansa Yogananda, publiera son autobiographie d'un yogi, un succès mondial. Ça va être le premier gourou indien qui va rester sur le sol américain. Il lâche tout pour aller accomplir cette mission qui est de Go West. Donc ils vont se retrouver quand même beaucoup aux États-Unis, faire des tournées, voire s'installer pour certains. Ils vont déjà commencer à l'hybrider pour que ça réponde mieux aux besoins de l'Occident. La Californie devient l'Eldorado des gourous. Le climat ne leur est pas dépaysant, l'État est plus tolérant que le reste du pays et déjà doté d'une culture du corps. Et puis surtout, il y a Hollywood. Et Hollywood, c'est à la fois une avant-garde, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont susceptibles d'essayer le yoga un peu comme une lubie d'acteurs ou de stars, etc. Ça va être des endroits un peu où il faut être vu. Et puis aussi, à l'époque, comme il n'y a pas Internet, le cinéma hollywoodien, c'est ce qui est susceptible de rayonner le plus loin. Bikram, quand il arrive dans les 70, il fait exactement la même chose. Lui, c'est Shirley MacLaine qui va le prendre sous son aile. Et c'est elle, notamment, qui va lui dire de faire payer ses cours. En parallèle, des Américains voyagent en Inde et écrivent des best-sellers sur leur expérience à leur retour. Et en 1968, les Beatles rendent célèbre la ville de Rishikesh, en Inde, considérée comme la capitale du yoga. Les traces ancestrales remontent à plusieurs textes fondateurs de l'hindouisme. Les Védas, qui datent d'il y a au moins 3000 ans, et la Bhagavad Gita, un autre texte écrit entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. Mais le yoga classique prend corps il y a 2200 ans, dans les Yoga Sutras de Patanjali, un érudit dont l'existence est entourée de légendes. Rédigées en sanskrit, elles doivent être interprétées par un gourou. Les sutras, ça veut dire des perles, c'est comme des perles qu'on enfile comme ça sur un fil, donc c'est des sortes d'aphorismes. C'est presque un manuel moral en fait, c'est presque une sorte d'éthique. On y trouve des préceptes de vie, comme ne pas mentir, ne pas voler, étudier les écrits, méditer en répétant le son Om. Les sutras n'indiquent encore aucune posture corporelle. Elles forment donc une sagesse, un ascétisme plutôt qu'une pratique physique. Les postures apparaîtront plus tard, à partir du XIIe siècle. Et la notion de chakra, les 7 centres d'énergie du corps humain, apparaît entre le 5e et le 10e siècle. Il va y avoir aussi beaucoup d'emprunts, par exemple les chakras qu'on imagine comme étant quelque chose de purement yogique. En fait, ça vient du tantra, ça vient du bouddhisme, etc. Donc il y a énormément d'emprunts comme ça qui vont faire que le yoga va s'hybrider comme ça tout au long de son parcours. Aujourd'hui encore, le yoga est un vecteur de soft power. L'ONU a approuvé une journée internationale du yoga, et le parti nationaliste au pouvoir le promeut comme un art millénaire et pur, jouant justement sur ce malentendu historique.